Je vous propose un voyage. Un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FMeur, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. Pour ce deuxième épisode, nous allons passer de l'autre côté du miroir et parler Facility Management. Nos espaces changent, mais comment cela impacte-t-il ceux qui les entretiennent au quotidien ? Externalisation du FM, transfert des risques, articulation de la collaboration avec les directions de l'environnement de travail, partage et récolte des données par ceux qui sont au quotidien en première ligne. Tout va y passer. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir pour ce deuxième épisode Éric Lefio, le président du CIPEMI, le syndicat des professionnels du Facility Management. Mais avant de commencer, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée, à le partager et à me soutenir en inondant LinkedIn de likes et autres commentaires dithyrambiques. Allez, c'est tout pour l'instant promo. The Spacecraft épisode 2, c'est parti. Bonjour Éric Lefio. Bonjour Julien. Nous sommes ravis de vous recevoir dans le podcast The Spacecraft. Donc, c'est un nouveau podcast, je le rappelle, qui en fait s'intéresse à tout le bâti tertiaire et en fait surtout à tous les acteurs qui le font. Donc une vraie volonté de donner la parole, pas simplement aux responsables de l'environnement de travail, mais aussi à tout l'écosystème qui constitue en fait qui fait la vie de ce bâti-là. Et donc ce qui m'intéresse aujourd'hui et la raison pour laquelle je suis très très heureux de vous recevoir, c'est parce qu'on va donner la voix au FM. D'accord. Et pour commencer, je vous propose de un petit peu faire le point sur qui êtes-vous, car s'il y a des personnes qui ne vous connaissent pas encore, ce dont je doute. Donc Éric Lefio, présentez-vous. Éric Lefio, donc je suis le président du CIPEMI, donc depuis septembre 2019. Le CIPEMI, c'est le syndicat historique en fait du multitechnique, du multiservice en France depuis 2001. Et en fait, il est devenu progressivement le syndicat national du Facility Management. Voilà, le Facility Management. Donc le syndicat regroupe 25 adhérents qui représentent un chiffre d'affaires global de l'ordre de 15 milliards d'euros en fait, en multitechnique, multiservice et en FM. Ce qui représente à peu près 15% de l'activité et des services aux entreprises en France, au global. Très bien. Voilà. Donc je pense à un interlocuteur de choix pour évoquer justement ces mutations, qui chamboulent un petit peu tout le bâti, tout l'immobilier tertiaire. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des mutations qui le transforment en ce moment. On parle de la digitalisation des bâtiments, on parle de l'atomisation avec différents tiers-lieux, etc. Ouais. Il y a énormément de sujets qui sont sur la table. Et moi, en fait, ce que je voudrais vous poser comme première question, c'est comment ces sujets-là impactent, comment ces mutations-là impactent en fait les services que vous rendez et les missions qu'on vous confie. Alors nous, ça impacte très fortement en fait depuis la crise Covid. Il y a eu la crise Covid à partir de 2020 et ça a forcément impacté sur nos modes de fonctionnement. Après, il y a la crise sanitaire. Après la crise sanitaire, il y a eu la crise économique, la crise de l'énergie, on va dire d'une certaine manière. Donc ça a fortement impacté en fait l'ensemble des services aux entreprises et les entreprises elles-mêmes. J'aurais tendance à dire aujourd'hui que pour nous, en fait, il y a eu 4 impacts majeurs. On identifierait 4, il y en a sans doute plus, mais au moins les 4 majeurs pour nous. Le premier, c'est de passer d'un service aux entreprises et de service aux collaborateurs dans les entreprises à un service où les salariés se trouvent, puisque les salariés aujourd'hui ne sont pas forcément dans les entreprises tout le temps. Ils peuvent se retrouver chez eux, ils peuvent se retrouver dans des tiers-lieux. Et l'idée, c'est de voir effectivement quels nouveaux services on va devoir adapter en fait, à ces nouvelles organisations.
Deuxième sujet qui nous paraît important également, c'est quand on va faire revenir les salariés dans les entreprises en France, dans les bureaux, en fait, quel nouveau service il va falloir mettre en place pour les attirer. On parlera sans doute tout à l'heure de la crise énergétique. La crise énergétique oblige aujourd'hui les entreprises à chauffer à des températures relativement basses en hiver, puisqu'en fait, l'objectif théorique, c'est 19 degrés. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir trouver des services pour attirer des salariés en leur disant que par ailleurs, ils vont devoir revenir aux bureaux qui sont chauffés à 19 degrés. Donc ce sont effectivement les deux sujets majeurs sur lesquels aujourd'hui les adhérents du CIPEMI travaillent. Et puis de façon plus endogène, on va dire, on a deux réflexions que nous menons aussi au service de ces entreprises et de ces collaborateurs. La première serait de réfléchir à notre système interne de fonctionnement, notamment en matière de flexibilité ou d'agilité. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les salariés ne sont plus nécessairement dans les entreprises. Alors, ils peuvent être tout le temps ailleurs, mais ils peuvent être partiellement ailleurs également. Et l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de trouver en fait une manière d'organisation qui fasse que ces services puissent être par exemple à 100% le mardi et le jeudi, comme on le voit régulièrement, et puis de manière moins importante en fait le lundi, le mercredi ou voire le vendredi. Et en fait, ça nous oblige à adapter et penser nos services de façon différente. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, qui pour nous est également endogène et qui a un fort impact en fait sur le développement du facility management, c'est l'interopérabilité. On a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui sont dans des métiers en silo, et on pense aujourd'hui que le facility management, c'est la polyvalence des métiers, mais ça devrait aussi être la polyvalence des compétences. Et ce qu'on essaye de rechercher aujourd'hui, c'est plutôt la mise en place de façon plus réglementée, plus systématique, d'opérants en fait qui soient polyvalents et qui puissent servir avec efficacité les clients. Et puis, au-delà de cette propre polyvalence, c'est d'améliorer l'efficacité des collaborateurs, leurs compétences et par-delà leur rémunération. D'accord. Voilà les chantiers principaux. Il y a énormément de choses intéressantes à creuser là-dedans. Moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de flexibilité en fait à rajouter. Oui. Et pour arriver à cette flexibilité, j'imagine qu'il faut de la donnée, il faut pouvoir savoir exactement comment articuler cette flexibilité, quoi, à quel moment agir, opérer et sur quel service. Comment vous la procurez? D'où elle vient? Est-ce que c'est quelque chose qui est un enjeu en fait, futur, ou est-ce qu'on a déjà des solutions aujourd'hui pour savoir comment se réaménager? Alors, la donnée, c'est forcément quelque chose d'utile. Ce n'est pas forcément la seule donnée en fait, dont on aura besoin. Je pense qu'il faut associer la donnée avec l'opérant humain, on va dire, qui pilote aujourd'hui cette activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos métiers disposent déjà de données qui leur sont propres en matière de fonctionnement. La preuve, c'est qu'en fait, nos clients, quand ils nous sollicitent sur du reporting d'activité, ils nous demandent effectivement de fournir des données qui leur soient utiles. C'est ce qu'on essaie de leur donner, en tout cas. Ou en tout cas, on leur explique qu'il faut travailler sur la donnée utile et pas forcément la donnée pour la donnée. C'est une très bonne question. Voilà. La donnée utile, qu'est-ce que c'est? La donnée utile, la donnée dont ils vont avoir réellement besoin, qui va être au service à la fois de l'entreprise, dans le cadre d'un service en B2B, et celle qui va être utile également à l'occupant. Donc on travaille aujourd'hui sur ces données, au-delà en fait de ces données qui sont des données métiers, et que chaque métier aujourd'hui, qui soit régalien comme la propreté, la sécurité, la technique, est capable de fournir ces données. Il y a aujourd'hui des données complémentaires qui sont demandées en matière d'utilisation, par exemple, d'occupation des locaux et autres, pour différentes raisons. Et le travail sur lequel, je pense, les FME travaillent, réfléchissent, c'est cette espèce de plateforme commune qui permettrait de récupérer en fait l'ensemble de ces données métiers, de les agréger, de les rendre intelligentes, parler de raffinage, on va dire, de ces données, et puis de pouvoir les restituer à ses clients en leur donnant des indications sur ce qui leur paraît utile en matière d'optimisation. D'accord, bon, ça c'est un sujet très intéressant. On reviendra sur l'aspect tech, un petit peu des mutations de ce métier et à quel point justement ça peut accompagner l'humain. Mais avant, j'avais une question. Encore une fois, un petit peu un parallèle avec les directions d'environnement de travail qui aujourd'hui s'orientent de plus en plus vers l'humain, dans le sens où avant on leur demandait beaucoup de s'occuper du bâtiment lui-même. Oui. Et là, les grandes questions qui se posent, c'est comment faire revenir les employés, peut-être parfois en utilisant le bâtiment, mais en donnant beaucoup de services aux occupants. Dans la mesure où il y a peut-être moins cette composante de bâtiment, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir éventuellement un glissement, on va dire, vers une externalisation progressive de la donnée FM, ou en tout cas des opérations FM, vers des prestataires tels que les FME que vous représentez? Alors oui, c'est pas simplement parce que les services sont apparus récemment au service des collaborateurs que le FM se déploie. Je pense que l'intérêt du FM, il va au-delà en fait de l'attractivité ou des capacités d'attractivité à trouver en fait pour réattirer les collaborateurs dans les entreprises. Je pense que la raison essentielle, les raisons essentielles, moi j'en identifie deux pour lesquelles en fait les clients seraient intéressés ou sont intéressés à externaliser. La première, c'est un besoin et un souci de flexibilité qu'on est à même de leur apporter
qui n'est pas forcément l'apanage de ce qui se passe dans les sociétés où le service est internalisé. On nous demande de la flexibilité parce qu'on a des moyens aujourd'hui de massification et d'organisation qui nous permettent cette flexibilité. Et puis la deuxième raison qui est également importante, c'est une notion de transfert de risque. Je parle assez souvent et je maintiens en fait cette position. Je pense que l'intérêt pour beaucoup de nos clients de le déléguer en fait un certain nombre de risques, c'est une manière aussi de se préserver sur différents sujets. Alors, il y a eu les risques sanitaires pendant la crise Covid, puisque en fait, beaucoup de nos salariés étaient présents dans les entreprises au moment de cette crise, au moment où les salariés n'étaient plus présents. Il y a les risques financiers, puisque aujourd'hui, le principe du FM, c'est d'assembler en fait, des prix par métier qui soient capés dans leur ensemble et qui fassent que en fait, c'est en fait, le rôle du FMeur derrière de garantir que le service sera assuré pour un prix donné, qui ne pourra pas être dépassé. Il y a aussi le risque de l'exploitation, de la perte d'exploitation. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait appel dans le FM à de grosses entreprises qui ont des capacités financières qui sont suffisamment importantes pour pouvoir garantir ce risque à nos clients. Voilà en gros les principaux risques que l'on peut identifier. Et je pense que le transfert de ces risques, lorsqu'ils sont organisés de façon pertinente et intelligente avec les clients, permet effectivement d'optimiser sereinement en fait, l'activité d'exploitation de nos clients. D'accord. Donc on a des bâtiments qui ont des composantes nouvelles aujourd'hui, avec des métiers nouveaux qui peuvent apparaître ou des redéfinitions de certains métiers, notamment la direction de l'environnement de travail qui se réinvente un peu. Comment on articule le travail avec un prestataire d'un côté, FMeur, et une direction? Où s'arrête, en fait, où est la limite? Qui va vraiment gérer le bâtiment c'est un vrai sujet parce que on a souvent eu l'idée qu'en fait on allait opposer le FM externalisé à FM internalisé. Alors d'abord, je veux rassurer tout le monde, on s'entend très bien avec l'idée, enfin l'ex-Arseg, on s'entend très bien avec l'idée parce qu'on a évidemment, je pense, des questions communes, puisque si eux garantissent ou préconisent en fait un pilotage internalisé, nous on est sur un pilotage externalisé, mais de toute façon c'est du pilotage. Donc les problématiques, une partie des problématiques nous sont communes et c'est certain qu'on travaille beaucoup avec l'idée sur ces sujets. Maintenant, là où le FM externalisé se met en place, l'idée, en tout cas de le dire, n'est pas effectivement de supprimer la relation en fait avec les DOT, mais au contraire de s'appuyer sur eux. Pour une raison simple, c'est que d'abord, le FMeur a besoin d'une organisation miroir côté client. Et donc, l'idée est tout à fait un partenaire efficace pour nous. Et puis, il me semble que les directeurs d'environnement de travail se tournent davantage aujourd'hui, par le biais de l'apparition des FMeur, sur la préoccupation de leurs occupants. Ils étaient très orientés, je pense, sur la partie technique. Vous en parliez tout à l'heure. Je pense qu'ils étaient très orientés avant sur la partie technique. Et je pense qu'aujourd'hui, ils se focalisent aussi, pas dire davantage, je dirais aussi, sur la partie du confort de leurs occupants, sur leurs attentes, sur les services qu'on peut mettre en place. Et je dirais que pour nous, ce travail conjoint mené avec les directions de l'environnement de travail et réalisé en fait par des prestataires extérieurs est un système qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. C'est très clair. C'est très clair. Merci. Non, c'est un enjeu important, un petit peu, je pense, de décloisonner et de ne pas avoir un fonctionnement en silo où on se renvoie la balle en permanence. Bien sûr. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure sur le besoin de flexibilité, mais aussi de réactivité, ça appelle une collaboration qui soit plus fluide. Bien sûr. Je voudrais parler de technique. Alors, ça peut peut-être justement faire le lien là-dedans, mais on a dans votre giron, on va dire, des métiers qui sont plutôt multitechniques, donc électricité, plomberie, tout ça, où là, on peut facilement, on va dire, rassembler de la donnée, notamment pour le chauffage, des choses comme ça, mais il y a toute une partie qui est aussi extrêmement humaine. Je pense par exemple aux activités de ménage, la sécurité, ce genre de choses. Quand on voit que du côté multitechnique, il y a eu une digitalisation importante avec des GMAO, des BIM, etc., c'est un peu moins évident du côté, on va dire, des activités plus humaines. Est-ce que vous voyez dans les années à venir, on va dire, la technique venir en support de ces activités, ou est-ce qu'elles sont amenées un petit peu à fonctionner finalement comme elles fonctionnent, parce que parfois les techniques n'améliorent pas tout? Alors, je vais être un peu provocateur. Bon, les gens qui me connaissent savent que c'est plutôt ce que j'aime faire. La donnée en fait de service a été proposée par les FMeur il
il y a encore quelques années, 4-5 ans, avant la crise Covid, de toute façon, où en fait, on souhaitait proposer à nos clients la mise en place, par exemple, de capteurs dans les salles sanitaires, dans les salles de réunion, etc., pour essayer d'identifier en fait quelles étaient les salles occupées, par exemple, pour optimiser les prestations de propreté, pas nettoyer une salle qui est propre. Je rappelle que les clients aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est payer ce dont ils ont besoin et pas forcément payer pour des prix globaux et forfaitaires sur 5 ans, mais adapter en fait la prestation en fait, à leur juste utilisation. Et donc en fait, on avait proposé à cette époque la mise en place de capteurs. On estimait que c'était plutôt attaché à l'immeuble. C'est un sujet qu'on pourra d'ailleurs avoir aussi, c'est savoir si c'est attaché à l'immeuble ou pas. Mais nous, on considère que c'est attaché à l'immeuble et donc c'est au client de supporter l'investissement. Et en fait, on a eu beaucoup de refus à cette période parce que la plupart de nos clients nous disaient mais finalement, nous le payer, ça va vous servir à vous. Accessoirement, ça leur revenait quand même quelque part, puisque ça permettait d'optimiser le service et d'en tirer du bénéfice. Donc c'était plutôt aussi dans leur intérêt. Mais en tout cas, en fait, on a eu un refus. Et ce qu'on voit depuis en fait, l'évolution des modes de travail hybrides, c'est que ces installations de capteurs, d'utilisation du fréquentiel, de présence, etc., des collaborateurs, qu'on vous proposait, en fait, qu'on ne mettait pas en place, sont aujourd'hui mis en place par nos clients. Puisqu'en fait, ça a une utilité très forte aujourd'hui pour eux dans le cadre de l'optimisation de leur surface et de leur regroupement, on va dire, d'activités et d'hybridation de leur mode de travail. Donc on est plutôt content aujourd'hui de voir ces outils se mettre en place, puisque nous, on en avait besoin. Et le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est, puisque vous les mettez en place et qu'elles vous servent, on est intéressé, évidemment, en tant que FMeur, à profiter de ces données, parce que ça va nous permettre d'optimiser également nos propres services, et d'améliorer effectivement l'efficacité de nos services. Et partant de là, effectivement, c'est une source d'économie importante pour eux. Donc il ne faut pas imaginer que, pour faire le lien avec les DET tout à l'heure, ce n'est pas l'apanage nécessairement en fait, du client de posséder ces données et de les utiliser pour son propre compte, et ça, on ne dit ce qu'on ne vient pas. Mais on pense qu'effectivement, ces données pourraient nous être utiles à nous aussi pour optimiser le service en général. D'accord. Voilà. Effectivement, ça a du sens. Oui. Je vais être un petit peu provocateur à mon tour. Est-ce que ces données aujourd'hui fonctionnent? Est-ce qu'on arrive vraiment à les récupérer? Est-ce qu'on est à l'étape, on va dire, de projet, d'expérimentation? Est-ce que vous avez déjà eu accès à de la donnée comme ça qui a pu vous être utile dans les activités quotidiennes des personnels qui, dans l'organisation Personnel, non. Enfin, aujourd'hui, on est quand même dans l'optimisation, on va dire, pour les modes de service. Des employés, voilà. Oui, personnel, non, on n'a pas. Évidemment, il n'y a pas de traçabilité, rien du tout. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a davantage de données qui nous arrivent qu'avant. On avait déjà les données en fait, qui nous arrivaient pour les reportings d'exploitation. Ça, on savait les fournir, on savait les récupérer, on savait peu ou prou les raffiner. Maintenant, les données qui permettent de l'optimisation, je pense qu'on en est vraiment en période de démarrage. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui des entreprises qui permettent d'utiliser ces données et permettent d'optimiser, par exemple, les déplacements ou les interventions sur les domaines de service. Pour moi, on n'en est pas encore au mode nominal de fonctionnement, on est en période de croissance. Voilà. Mais on n'a pas encore tiré l'essentiel de ces données, c'est clair. Mais on avance progressivement et je pense que ça devient un vecteur de développement et de valeur ajoutée beaucoup plus important que ça ne l'était il y a encore quelques années, c'est clair. Par contre, je dirais par effet de balancier, je l'évoquais tout à l'heure à demi-mot, il ne faudrait pas qu'on soit dans une espèce d'ébriété de données, en fait, où on demande tout et n'importe quoi. Parce que je rappelle qu'on travaille beaucoup, on a été à l'instigation d'une réflexion en fait, sur la donnée utile, c'est en tout cas ce qu'on préconise, parce que le FMeur est souvent à la source de la fourniture de la donnée. Et en fait, on nous demande souvent tout et n'importe quoi. Et je voudrais rappeler ici que la donnée, ça a un prix. Et donc, évidemment, plus on nous en demande, plus ça coûte cher. Après, il faut savoir quelle est l'utilité qu'on en fait. Et on travaille actuellement là-dessus avec d'autres partenaires. On pourra en parler peut-être tout à l'heure un petit peu, mais j'aime beaucoup le terme d'ébriété de la donnée. C'est pas de moi, mais je la reprends parce que je l'aime bien. Ça fait, c'est très intéressant parce que justement, on se rend compte que quand il y en a trop, finalement, ça ne sert à personne. Elle est juste stockée quelque part et en plus, ça rajoute des coûts de stockage. C'est clair.
Et je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, à savoir que le premier fournisseur de données, c'est le FM. Oui. C'est-à-dire qu'on parlait de capteurs, donc des choses un peu inertes posées à droite, à gauche, sous les bureaux, dans les salles de réunion, capteurs de température, de présence, tout ce qu'on veut. Mais si c'est le FM le premier fournisseur de données, comment la récolte-t-il et comment la transmet-il à son tour? Puisqu'il y a la donnée qu'on peut récupérer pour améliorer, optimiser ses opérations, et puis il y a les données qu'on peut fournir en retour. Comment cette collecte justement du premier fournisseur de données s'opère-t-elle? Aujourd'hui, il faut être clair, je pense qu'on est plutôt dans une agrégation, on va dire, des données qui sont issues des outils des métiers de service. Je rappelle que le facility management, ce n'est pas les métiers en général. Le FM s'appuie en fait sur différents métiers. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite pour le dire maintenant. Ce sont la propreté, on l'a évoqué tout à l'heure, la sécurité, le technique, qui sont aujourd'hui des métiers qui sont régis par des organisations en propre. Et que nous, effectivement, CIPEMI, notre travail, c'est d'assembler ces métiers et de les piloter. Donc on n'est pas forcément à la source de la création de toutes ces données. Et donc, ce que je voulais rappeler, c'est que ces métiers aujourd'hui de service ont développé leurs propres outils de récupération de la donnée et de transmission de la donnée. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, nous, en tant qu'FMeur, c'est d'assembler en fait ces données, de les assembler et d'en fournir un reporting ou une utilisation qui soit plutôt globale, c'est-à-dire effectivement de mêler en fait les données techniques, par exemple, et les données de service pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Donc il y a de la création aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent aujourd'hui qui permettent d'agréger ces données, qu'elles soient sur étagère ou qu'elles soient constituées aujourd'hui par les entreprises qui soient adhérentes du CIPEMI ou pas d'ailleurs. Mais ces données aujourd'hui sont en cours de constitution. On est encore à la réflexion de ces sujets. Je pense que le raffinage de la donnée aujourd'hui assemblée, si je puis dire, il est encore en phase d'expérimentation, c'est clair. Ça m'amène à une autre question. Mais excusez-moi, je voulais juste préciser un point. Je pense que dans le sujet de l'interopérabilité sur lequel on réfléchit, va permettre justement de créer une espèce de données qui soit commune. C'est-à-dire qu'on est persuadé aujourd'hui, par exemple, que le taux d'utilisation ou le taux de fréquence de présentiel, par exemple, dans un restaurant, va servir sans doute à la technique, va sans doute servir à la propreté, etc. Et que partant de là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, mais demain, avec ces critères d'interopérabilité, je pense qu'un opérant polyvalent pourra se servir de ces données et transmettre une donnée qui soit partagée, en fait. D'accord, c'est exactement le sujet sur lequel je voulais aller. C'est l'interopérabilité. Voilà. Je pense que ça demande un petit peu d'entraînement. Ouais. On trouve un mot plus simple. Voilà. Et aussi, il y a un autre mot que je voulais qu'on parcourt ensemble, c'est l'historicité des données. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque, la capacité à savoir les stocker correctement, à savoir récupérer les données, parce qu'on vous donne un bâtiment qui est livré et fourni. Comment on arrive à harmoniser cette façon de produire, de stocker de la donnée de façon à pouvoir l'utiliser avec des services différents, avec des prestataires différents? Pour moi, la donnée, en fait, à l'origine, quand on a créé les outils de récupération des données, c'était les outils en propre du FMeur. Je rappelle souvent, effectivement, par exemple, les premiers outils, ce qu'on appelle les portails aujourd'hui de demande d'intervention, ont été développés par les FMeur et c'était eux qui les possédaient, qui les mettaient en place. Et effectivement, ce que les clients nous reprochaient, c'était que quand les contrats s'arrêtaient, ils partaient avec les outils. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les clients ont bien compris qu'ils sont propriétaires de leurs données brutes. Ils sont propriétaires de leurs données et donc ils ont intérêt à être également propriétaires de leurs outils. Et ce qu'on voit aujourd'hui, nous, en tant qu'utilisateurs FMeur, c'est qu'on nous demande de plus en plus d'utiliser les outils clients qui sont attachés à l'immeuble et qui permettent justement à ces clients de conserver l'historicité de leurs données et d'éviter d'avoir de la perte en ligne. Donc ce qu'on nous demande, nous, généralement, dans nos contrats, qui sont des contrats toujours trop courts, évidemment, de mon point de vue, mais ça, c'est la règle. Mais globalement, ce qu'on nous demande, c'est de mettre à jour, pendant la période d'intervention où nous sommes présents, de mettre à jour les données, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte et que ce soit mis à jour au moins à minima, voire éventuellement optimisé. Je rappelle à cette occasion que nous avons mis en place au sein du CIPEMI, il y a quelques années, une charte des FME entre entrants et sortants, enfin sortants et entrants d'ailleurs plutôt, qui garantit en fait un certain nombre de transmissions d'informations
qu'une entreprise sortante doit donner et garantir tant à son client d'ailleurs qu'à l'entreprise entrante pour assurer une parfaite fluidité de l'information et éviter la perte en ligne. J'aime bien ce terme de fluidité. Voilà. Parce que la donnée ne sert à rien si elle n'est pas transmise rapidement, efficacement et aux bonnes personnes. Voilà. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure, sans la nommer, qui est en fait une association à l'origine de laquelle le CIPEMI a été, l'Alliance immobilière pour la convergence numérique. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, avec les missions que vous êtes un peu fixées? Alors, on a été avec l'APROMA, l'association des property managers, l'IDE à l'époque qui était l'ARSEG, et puis la Fédération des promoteurs immobiliers, l'ARIX. On a été à l'origine de cette demande qui visait en fait à avoir une réflexion commune de tous les acteurs de l'immobilier sur en fait l'utilité de la donnée et sur l'interopérabilité de la donnée. Voilà en gros l'objectif global. Donc c'est une alliance, donc c'est un regroupement d'une douzaine d'entreprises, de sociétés. Je ne vais pas les nommer tous parce que je vais en oublier, ils vont m'en vouloir. Donc voilà, j'ai cité les 4 membres et 5 membres fondateurs. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est assez innovant d'ailleurs parce que depuis 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant, on travaille main dans la main tous ensemble. On est assez nombreux à travailler sur ces sujets. On a développé en fait une manière de réfléchir à des données, la liste des données utiles et à la manière dont on pourrait les rendre interopérables entre nos métiers. D'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, les données dont chaque métier a besoin, alors je ne vais pas les nommer là, mais globalement, du FME aux propriétaires fonciers, il y a quand même toute une chaîne de métiers qui interviennent. Et on se rend compte que en fait, ces métiers ont des besoins de données qui ne sont pas forcément les mêmes, heureusement d'ailleurs, qui ne sont pas forcément les mêmes et que les autres métiers ne connaissent pas nécessairement et ne comprennent pas nécessairement. Donc le travail qu'on mène aujourd'hui, c'est un travail de réflexion commun sur 5 thématiques. On a commencé par 5, il pourrait y en avoir plus. Globalement, il y a les DOE, c'est en fait les bases de données les bases de données communes, notamment, par exemple, on travaille sur un sujet très basique en apparence, mais qui est fondamental, liste des équipements, définition des équipements qui soient communs à tous, classification des équipements. On mène des chantiers sur la taxonomie, sur le décret tertiaire. Il y a des réflexions également sur la gestion des charges locatives, la définition des charges locatives, et puis également sur les économies d'énergie. Donc on mêle en fait dans ces groupes de réflexion tous les métiers en fait composites de l'immobilier pour essayer de définir des plateformes communes qui nous permettraient d'échanger plus facilement entre nous dans un intérêt commun. C'est un vrai sujet, un beau et vrai sujet. Et toute une philosophie, parce que c'est-à-dire que au lieu d'évoluer en parallèle et en silo un petit peu cloisonné, je pense, le monde numérique, c'est avant tout la connexion. Oui, c'est là, c'est reconnecter justement un écosystème qui était parfois un peu distendu, ou qui évoluait chacun un peu en parallèle. Ouais. Et je trouve cette réflexion très, très intéressante. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir, là je vais sortir un gros mot, mais de smart building, si tous ceux, je veux dire pourquoi je dis ça, mais si tous ceux qui en fait travaillent dedans, à son service ou même à l'intérieur, ne sont pas connectés entre eux déjà. Ah, c'est clair. Enfin, Smart Building Association fait partie d'ailleurs des entreprises qui sont, enfin des entités en fait, qui sont attachées à l'AICN, à l'Alliance immobilière. Donc c'est certain que c'est le sujet fédérateur. Pour nous, c'est le sujet fédérateur. On va trop effectivement se disperser si on continue à travailler en silo dans nos activités et à ne pas se comprendre et à ne pas se connaître. Donc je pense que l'utilité, avant même la donnée, pour moi d'ailleurs, je le dis assez librement ici, je pense qu'avant même la donnée, l'intérêt d'échanger entre nous et de connaître en fait nos métiers et nos attentes, c'est important. Parce que tant qu'on restera chacun dans nos domaines de compétences sans aller voir ce dont a besoin l'autre, on ne fera pas avancer le métier. Métier au sens large. Oui, c'est effectivement la philosophie qu'on partage. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est la philosophie qu'on partage avec ce podcast, de pouvoir faire converser tous ces différents métiers, en tout cas offrir différents points de vue. Et aujourd'hui, force est de constater que le compte n'y est pas forcément encore. D'ailleurs, vous me racontiez une anecdote au sujet d'un bâtiment qui venait juste de sortir de terre avec toute une doc et qui était transmise et qui, bon, c'était pas exactement ce que vous attendiez. En fait, la logique client, quand on a la chance de travailler directement avec une foncière en tant que contractant facilité management, et qu'on fait part de nos demandes en fait, de données pour assurer justement la fluidité de l'exploitation dont on a besoin, c'est souvent de mettre en avant le dossier des ouvrages exécutés.
Donc effectivement, c'est intéressant sur un bâtiment neuf, c'est-à-dire aujourd'hui récupérer un DOE sur un bâtiment qui vient d'être livré, ça a une utilité pour nous, puisqu'en fait on part de rien, donc ça nous est utile, mais sur un bâtiment qui a 20 ans, 25 ans, nous dire qu'effectivement il va falloir descendre dans le sous-sol pour aller récupérer les 5 mètres cubes de DOE qui traînent en papier généralement, en nous disant voilà, vous allez retrouver les informations ici. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que pour un bâtiment existant, ces données-là ne sont quasiment plus utiles. En fait, ce n'est pas les données dont on a besoin. Ce qu'on va avoir besoin d'utiliser, c'est les données d'énergie, les données de fonctionnement, les plans pluriannuels de travaux, etc. Mais ce n'est sûrement pas les données DOE. Voilà, donc ça évolue aussi dans les consciences collectives, et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, ce travail justement de la ICN va nous permettre de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de redéfinir effectivement les données qui seront utiles pour chacun d'entre nous. Oui, et pouvoir se faire un peu parler la construction et l'exploitation, quoi. Oui, c'est un vrai sujet là aussi. C'est certain qu'il y a deux domaines d'activité très particuliers. Quand on parle du BIM, par exemple, il y a un BIM construction, il y a un BIM exploitation. L'idée, ce serait d'assurer en fait une continuité ou une poursuite en fait de l'activité. Et peut-être même, alors je ne fais pas d'ingérence dans ce que font les gens de la construction, ce n'est pas tout à fait mon domaine, mais peut-être de retravailler en fait sur les volumes de données dont on a besoin une fois que le bâtiment est construit. Voilà. Après, il peut y avoir des données utiles à la construction, ça c'est bien sûr évidemment, mais pour nous, en fait, c'est plutôt les données d'exploitation qui nous servent. Ok. Eh ben ça donne beaucoup de chantiers, de domaines à explorer. Ouais. Là, la discussion touche à sa fin, donc je vais plutôt vous proposer une question de prospective en imaginant ce que pourrait être pour votre domaine les plus grandes opportunités et un peu les plus grands challenges à venir que vous allez devoir relever. Et si on devait s'imaginer de 5 à 10 ans, à quoi ça ressemble le FM dans 5 à 10 ans? Alors c'est difficile de dire ce que ce sera dans 5 à 10 ans, parce que si on s'était posé la question il y a 5 ans de ce que serait le FM avant la crise Covid, je pense qu'on serait loin du compte. Crise Covid, crise économique d'ailleurs, parce que si je mets de côté le sanitaire et l'incidence aujourd'hui de la crise énergétique, je pense qu'il y a 5 ans, ce n'est pas les sujets qu'on aurait mis en avant. On aurait mis le serviciel, on aurait sans doute mis d'autres sujets que ce qu'on met aujourd'hui. Donc je serais très prudent sur l'avenir. Ce que je dis, moi, simplement, la vision qu'on partage, en tout cas au CPMI, c'est de se dire que la sobriété énergétique qui s'impose aujourd'hui va sans doute devenir une sobriété globale. On voit qu'aujourd'hui, il y a des besoins en fait, d'optimisation, parce que les surcoûts qui sont engendrés par l'économie ont forcément des impacts sur les services pour les propriétaires, c'est ce qui est clair. D'autre part, je pense que les nouvelles générations, elles sont plutôt en recherche d'éléments plus économiques, on va dire, plus éthiques, plus environnementaux que ce qui était demandé auparavant. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on va devoir travailler. Donc pour moi, je dirais, le défi qui s'impose aujourd'hui au FM, et qu'on est prêt à relever d'ailleurs, c'est de conjuguer à la fois cette volonté de nouveaux services et de services plus adaptés en fait à cet environnement, notre environnement, et puis de travailler là encore, une fois encore, sur l'optimisation de nos charges pour essayer d'améliorer notre efficacité et nos coûts et de faire en sorte que les clients s'y retrouvent. Voilà, je dirais c'est un peu cette double volonté qu'on va devoir conjuguer et qui ne va pas forcément dans le même sens. Voilà. Eh bien, ça sera l'occasion de se revoir sans doute une deuxième fois, avec grand plaisir, avant 5 ou 10 ans. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans ce podcast. Une discussion extrêmement riche, mais très dense. Donc, encore beaucoup de sujets à explorer, mais ça nous donne un très beau point de vue sur l'évolution de ces métiers du FM. Et donc, je suis ravi de vous avoir reçu. Merci Eric. Merci Julien. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était le 2e épisode de The Spacecraft, le podcast qui explore les espaces immobiliers de demain sous toutes les coutures. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à suivre notre page LinkedIn pour nous soutenir et à t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée pour ne louper aucun épisode. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre l'exploration avec un nouvel épisode. À la semaine prochaine dans The Spacecraft.